Bonjour tout le monde, bienvenue à cette formation sur la préparation et la présentation d'une affiche scientifique. Mon nom, c'est Camille Jutra, je suis étudiante au doctorat. J'ai participé au CEVRE en 2018. Non, 2019, pardon. J'ai participé à l'édition 2019, j'ai gagné un prix pour ma présentation. Et puis, quand l'année suivante, l'équipe a été à la recherche d'organisateurs, je me suis lancée dans cette grande aventure-là. Donc, c'est la troisième année de suite que j'organise le CEVRE. C'est la deuxième année que je l'organise avec Maude, donc je vais la laisser se présenter. Oui, donc bonjour tout le monde. Moi, c'est Maude Roy-Vallière. Dans le fond, peut-être en fait que vous m'avez vu, moi, l'année passée dans le Sévré. Donc, moi, de mon côté, en fait, en 2020, j'ai participé à l'équipe d'organisation du Sévré parce que je m'intéressais au concours, mais je n'étais comme pas encore prête à présenter mes choses, moi, de mon côté. Donc, avec tous les beaux apprentissages que j'ai faits finalement en 2020, j'ai décidé de me lancer en 2021, de quitter le comité organisateur et de participer finalement au concours de 2021. Et j'ai gagné le premier prix là, pour celui du 2021. Donc, c'était vraiment très agréable et super. Alors, forte de cette réussite, je suis revenue dans l'organisation du CEVRE. Donc, cette année, je participe avec Camille là, pour vous donner une petite formation sur comment faire votre affiche. Donc, cette présentation-là, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? On va vous donner tout d'abord quelques informations de base. Ensuite, on va vous présenter les grandes sections de l'affiche pour les personnes qui avaient participé l'année dernière. Donc, la grande différence, c'est que vraiment, cette année, on a voulu remettre de l'avant l'affiche scientifique. Donc, on vous présente les sections qui doivent être présentes dans votre affiche. Comment bien préparer cette affiche-là, comment bien la présenter également. Et on va conclure avec quelques exemples d'affiches, notamment une affiche qui avait gagné un premier prix, là. Et je pense que Maude, tu l'avais déposé la tienne aussi sur... tu avais déposé ta présentation, je pense, sur notre site web. Donc, si ça peut vous intéresser, vous pouvez aller voir ce qui avait été fait l'année dernière. Effectivement, je vais mettre dans le chat là, un lien vers notre site Internet qui est récent de cette année. En fait, il y a toutes sortes d'informations par rapport au concours lui-même, mais ce qui est vraiment intéressant dans la barre de droite, vous pouvez descendre, puis il y a plein d'exemples de présentations par affiche des années précédentes. Puis on a 2 présentations aussi par vidéo là, qui ont été faites l'année passée, dans le fond, par rapport à ça. Alors, quelques informations de base pour commencer. Qu'est-ce que c'est une présentation par affiche? Une présentation par affiche, ça dure plus ou moins 5 minutes. Il y a des gens qui vont vraiment se préparer avec pas nécessairement un texte qu'ils vont réciter, mais ils vont vraiment prendre la parole durant ces 5 minutes-là. Il y a d'autres personnes qui vont plutôt inviter l'auditeur, donc la personne qui vient l'écouter, à lire dans un premier temps la fiche, ensuite poser des questions. Il y a d'autres personnes qui vont guider la lecture de la fiche. Donc, vraiment, ça, c'est laissé à votre choix. Mais sachez que c'est plus ou moins 5 minutes. Donc, votre affiche, elle ne doit pas être surchargée d'informations pour vraiment permettre à l'auditeur de la lire assez rapidement. Et puis, le reste de votre présentation est en fait alloué aux questions des auditeurs. Donc, ils vont vous poser des questions, vous y répondez. Vous pouvez aussi les rediriger vers certaines portions de votre affiche si jamais l'information, par exemple, avait échappé au lecteur. Tu sais, parfois, on lit une affiche, mais on ne porte pas attention à certains éléments. Vous pouvez rediriger. Donc, c'est vraiment, ça vient agir comme support visuel d'une part, mais également une affiche, la personne, elle devrait être en mesure de comprendre votre recherche en la lisant et sans vous avoir, par exemple. Donc, si on l'affichait dans un corridor à l'UQAM, quelqu'un pourrait la lire et comprendre l'essence de votre recherche.
On a des présentations qui sont dites multiples, c'est-à-dire que pendant que vous allez présenter, il va y avoir d'autres personnes qui vont également présenter. Et là, vous allez nous dire, oui, mais comment on va faire ça en mode COVID? Ben, je vous laisse Maude parce que c'est vraiment pas mon dada, ce domaine-là. Vous expliquer un peu la plateforme qu'on va utiliser puis comment ça va fonctionner cette journée-là. Tout à fait. Donc, pour cette année, on s'est questionné beaucoup à savoir si on le faisait en présentiel ou à distance avec tout ce qui est lié à la COVID. Là, c'était un peu compliqué. Alors, on a fini par choisir à distance, mais ce qu'on trouvait l'année passée, qui était une présentation qui était faite par Zoom, il manquait un petit peu l'espèce d'interaction qui est vraiment intéressante dans le CVRI habituellement en personne. Pour ceux qui l'ont déjà vécu, vous le savez, mais pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, c'est que on peut se déplacer quand on n'a pas personne qui vient nous voir, aller voir d'autres gens, discuter. C'est vraiment plus à la bonne franquette, disons. Donc, cette année, on a choisi une plateforme qui s'appelle Gather. Et c'est en fait une plateforme où est-ce que vous allez avoir un petit avatar, là, un petit bonhomme, et vous allez pouvoir vous promener dans une espèce de salle qu'on voit de haut. Donc, vous, en tant que présentateur, vous allez avoir votre propre espace où est-ce que vous allez pouvoir présenter votre affiche. Donc, vous allez pouvoir partager votre écran. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens qui vont venir assister au CVRI vont pouvoir se promener d'un présentateur à l'autre. En fait, ça va comment est-ce qu'on va vous entendre? Ça va être déterminé par la proximité que vous allez avoir avec les gens qui viennent sur la plateforme. Donc, par exemple, si vous êtes dans votre petit carré gris et qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le carré, bien là, poup, votre caméra et sa caméra vont s'ouvrir et vous allez pouvoir discuter. Même chose si vous vous promenez dans des corridors, quand vous vous croisez, ben, whoop, les caméras s'allument et vous pouvez discuter comme si vous étiez en vrai finalement. Donc, c'est une façon de présenter qui est un petit peu plus justement à la bonne franquette, comme on est habitué de le faire au C'est vrai. Et évidemment, là, on est encore en train de travailler sur en fait, à construire la plateforme, l'espèce de salle dans laquelle vous allez vous retrouver. Donc, je vous invite à quand même suivre notre page Facebook pour avoir plus d'informations là-dessus là, dans les prochaines semaines. Donc, mais pour vous donner une idée, ça va ressembler à ça. Donc, vous allez chacun pouvoir présenter à certains endroits votre affiche, mais vous allez aussi pouvoir vous-même vous déplacer pour aller voir les autres quand vous n'aurez pas de juge ou de personne qui va venir voir votre affiche. Donc voilà, puis exactement, donc plusieurs personnes vont être en même temps. Puis là, ce qui est le fun avec la plateforme Gather, c'est que vous ne serez pas dérangé par les personnes qui sont autour de vous, contrairement à quand on le fait en personne. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment dialogique. Donc, ça va permettre beaucoup plus à ceux qui viennent vous voir de pouvoir vous poser des questions, de pouvoir interagir avec vous. Donc, ça va être génial aussi si jamais vous avez des membres de votre famille qui aimeraient y participer. Parce qu'évidemment, en fait, l'entrée est toujours gratuite, donc ça pourrait être intéressant de présenter à votre famille votre recherche sur laquelle vous travaillez depuis peut-être longtemps. Donc, ben oui, comme Maud l'a dit, c'est dialogique. On permet les questions durant la présentation. On a une seule affiche par personne, donc il faut vraiment que vous y mettiez toute l'information qui est nécessaire. Mais comme vous allez être présent et que vous allez commenter cette affiche-là et répondre aux questions, bien, vous allez pouvoir donner des compléments d'information. Sur votre affiche, en fait, vous avez deux options. Soit vous nous faites le survol d'une recherche qui est complétée, donc qui inclut des résultats de recherche, ou vous faites la présentation d'une problématique et d'un cadre théorique qui vont mener à votre recherche. Je vous dirais que c'est intéressant d'ajouter également des pistes méthodologiques si jamais ce n'est pas coulé dans le béton, mais minimalement de donner à votre auditeur une idée de la manière dont votre recherche va s'effectuer. Est-ce qu'on a des étudiants du premier cycle en ce moment dans le groupe? Je pense qu'on n'a pas eu d'inscription, mais si jamais on avait des personnes qui regardaient la formation, les étudiants du premier cycle ont droit de présenter une recherche qui n'est pas la leur, mais pour les étudiants du deuxième et du troisième cycle, ce doit être une recherche originale, soit la vôtre, soit une recherche à laquelle vous prenez part. Puis vous devez en fait avoir pris part de façon importante, là, être coordonnateur de recherche ou avoir
participer aux différentes étapes. Donc, vous ne pourriez pas seulement être assistant de recherche et présenter cette recherche-là. Non, exactement. Merci, Maude. Donc, qu'est-ce qu'on met sur cette merveilleuse affiche? Bien, on vous invite à avoir un titre qui est évocateur, qui donne une bonne idée de ce dont il va y avoir dans votre affiche. Un titre qui, généralement, est suffisamment court pour être lu rapidement, mais en même temps qui contient suffisamment d'informations pour que le lecteur saisisse les enjeux dont il est question. Donc, ça, c'est toujours un balancier, là, c'est de trouver l'équilibre entre trop long, trop court, suffisamment d'infos, pas assez. Donc, voilà, ça vous prend un bon titre. Le nom et la provenance des auteurs, donc votre université d'attache. Et s'il y a des co-auteurs sur votre affiche, ben, c'est de l'indiquer clairement aussi. Si vous avez, en fait, sur le gabarit de l'affiche, il y a des organismes subventionnaires qui nous donnent généreusement là, des subventions pour que le concours ait lieu. Donc, c'est de laisser ces organismes-là, là, souvent, ils se retrouvent au bas du gabarit. Autrement, le gabarit, vous pouvez vraiment le modifier comme vous voulez, là, finalement. Vous pouvez changer l'orientation, les couleurs, etc. Mais c'est juste important de garder les gens qui nous donnent des sous et qui permettent au CEVRI d'exister. Absolument. Puis on parle de gabarit, en fait, vous allez pouvoir le trouver au site Internet là, dont je vous ai mis le lien dans le chat. On vient de faire une petite publication là, dans le haut, dans l'accueil, donc vous allez être capable de le télécharger directement là. Puis quand on parlait des auteurs, les co-auteurs, là, ben, vous êtes probablement au courant, mais votre direction ou votre co-direction, ben, c'est des auteurs ou des co-auteurs sur votre recherche habituellement. Et il y a les grandes sections qui s'appliquent, la problématique, le cadre théorique, la méthodologie. Si vous avez des résultats, vous les indiquez. Vous pourriez aussi, si vous n'en avez pas, nommer des résultats escomptés dans cette section-là. La section discussion, pardon, j'ai de la misère, les références et le contact, mais le contact, c'est vous. Vous pouvez laisser vos coordonnées pour que les gens puissent vous contacter si jamais ils souhaitaient en savoir plus. Ces sections-là, elles sont modulables, donc vous pouvez donner une plus grande importance, par exemple, à la problématique et au cadre théorique parce que vous n'avez pas de résultats encore, ou vous pourriez, à l'inverse, donner une plus grande importance aux résultats si jamais vous en aviez et que c'est ce que vous désiriez mettre de l'avant. Donc, ces sections-là, elles sont vraiment modulables. Maud, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur les sections? Non, mais peut-être mettre vraiment de l'avant. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas de résultats à présenter. C'est correct. Le CEVRI est fait pour les recherches qui sont en train d'être faites. Donc, peut-être que vous avez seulement plus votre problématique, votre cas théorique. Idéalement, ça prend au moins problématique, cas théorique, méthodologie, ou du moins les pistes méthodologiques que vous pensez, dont vous pensez avoir besoin. Mais si vous n'avez pas de résultat, il n'y a pas de problème, ça n'impactera pas la note que vous allez avoir par rapport au juge et tout ça là, du concours. Mais si vous en avez déjà, bien, souvent, c'est ce qui intéresse beaucoup les gens. Donc, on vous encourage fortement à leur donner une bonne place dans la fiche. Alors, on va entrer un petit peu plus en profondeur dans les sections de la fiche. La problématique, bien, tout d'abord, c'est à cet endroit-là que vous allez expliquer le contexte dans lequel s'insère votre recherche. Est-ce que c'est un contexte qui est très large, est-ce que c'est un contexte qui est très particulier, très spécifique? Bien, c'est à cet endroit-là que vous allez le dire. On l'a dit à multiples reprises, mais on y va en entonnoir, hein, c'est cette espèce d'idée-là toujours. À cet endroit-là, vous allez aussi décrire un problème qui découle de la situation et allez-y avec des données, des chiffres clés, des mots-clés aussi. Donc, on y va vraiment pas sous forme de texte continu. L'objectif, c'est qu'en un seul coup d'œil, on ait une idée
des mots-clés, là, et c'est vous qui allez les faire parler, ces mots-clés-là, pendant votre présentation. Absolument. Puis quand on parle de chiffres, c'est vraiment pour un peu frapper l'auditeur qui est là, hein. Donc, on va parler de, je ne sais pas, un jeune sur deux n'a pas des bonnes capacités à écrire au secondaire, par exemple. Wow, ça fait comme un clash. Donc, c'est vraiment l'idée de dire 50% de trouver des chiffres, un sur deux, un sur trois, tout ça. C'est visuellement frappant, puis ça peut vous aider à montrer qu'il y a une urgence qu'il y a un problème finalement dans la situation que vous présentez. Bien souvent, votre problématique aussi va découler sur une courte question de recherche ou un objectif général de recherche. Mais c'est à cet endroit-là que vous pouvez mettre à la longue votre question de recherche, par exemple. Maud, quelque chose à rajouter sur la section problématique? Non, c'est super. Veux-tu que je continue pour le cadre? Oui. Parfait. Donc, le cadre théorique ou cadre conceptuel, dépendamment de votre recherche, là, on ne s'embarquera pas dans la définition de ça, mais vous allez avoir une section qui va présenter les concepts sur lesquels vous allez vous pencher dans votre recherche. Donc, souvent, c'est une définition des concepts clés qui se retrouvent habituellement dans votre question de recherche. Donc, je ne sais pas si votre question de recherche, c'est l'écriture collaborative au 3e cycle du primaire pour le vocabulaire. Mais là, on voit déjà que vous auriez écriture collaborative, vocabulaire comme concept à définir dans votre cadre théorique. Peut-être que vous en avez d'autres de plus qui ne se retrouvent pas dans votre question, mais habituellement, un ou deux concepts, c'est vraiment suffisant pour bien comprendre sur quoi votre recherche va porter. Donc, à cet endroit-là, vous allez définir, donc, qu'est-ce que, par exemple, l'écriture collaborative, ça mange quoi en hiver, comme on dit. Vous allez peut-être définir une ou plusieurs théories liées à la problématique. Donc, par exemple, justement, qu'est-ce que les auteurs en disent et quelles seraient les étapes pour faire de l'écriture collaborative en classe. Donc, il y a un modèle d'un tel qui dit qu'on peut le faire en 3 étapes, par exemple. Là, c'est vraiment propre à votre recherche. Donc, l'exemple que je donne, ce n'est pas nécessairement ce que vous allez écrire, mais vous pouvez faire le lien avec votre propre sujet. Et habituellement, une fois qu'on a défini tous nos concepts finalement qui sont au centre, au cœur de notre recherche, bien, habituellement, on va venir définir les objectifs spécifiques de la recherche. Donc, souvent, votre question qui va être, je ne sais pas, quel est l'effet de l'écriture collaborative sur le vocabulaire, bien là, vous allez venir dire quoi spécifiquement vous allez faire dans votre recherche. Donc, on va dire, je ne sais pas, en quoi une séquence d'écriture collaborative a un effet sur le vocabulaire, puis je ne sais pas, peut-être combien de mots les élèves vont apprendre au travers de ça. Donc, on aurait 2 objectifs spécifiques. Évidemment, ça, c'est des choses que normalement, vous discutez là, avec votre direction de recherche, vos co-directions. Puis, l'idée, c'est vraiment plus d'y aller spécifiquement à dire, bien, finalement, ça va ressembler à quoi? Et ça va être lié avec la méthodologie. Donc, souvent, si vous dites, je fais des entrevues, habituellement, un de vos objectifs, ça va être de faire des entrevues avec votre population. Donc, ça va ressembler à ça. Alors, voilà. Je peux continuer, Camille? Mais vas-y, tu étais bien partie. Parfait, c'est bon. Donc, comme j'ai dit, les objectifs de recherche souvent sont vraiment liés avec la méthodologie parce que là, on va souvent dans nos objectifs parler de comment on veut faire notre recherche. Alors, par exemple, on a dit on veut faire des questionnaires. Bien, à ce moment-là, ça va être quoi votre questionnaire que vous allez utiliser? Donc, la méthodologie va vraiment répondre à la question comment je vais faire ma recherche. On a plusieurs points sur lesquels on peut discuter. Donc, les moyens utilisés pour les chercheurs pour atteindre leurs objectifs. Donc, on peut parler des participants. Alors, vous allez en avoir combien? C'est qui ces participants-là? Est-ce qu'ils font partie d'une population ciblée X? Est-ce qu'ils ont un certain âge, etc.? On va parler des outils de mesure. Donc, est-ce que c'est un questionnaire? Est-ce que c'est un outil d'observation? Est-ce que ça va être une entrevue, etc.? On va parler aussi du déroulement de la collecte. Donc, vous allez faire ça à peu près quand ou estimer quand. Donc, si jamais vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas rendu à ce point-là de la recherche, ça pourrait être de dire, ben, on va estimer que ça va être entre septembre et décembre de l'année 2023, par exemple.
Ça peut être ça. Mais ça pourrait être aussi de dire, ben d'abord, on va contacter les participants par courriel. Ensuite, on va obtenir leur consentement et finalement, on va venir faire une entrevue d'à peu près 1 heure avec eux de telle façon. Donc, ça peut être simplement ça aussi sans nécessairement mettre de date. Et finalement, dans votre méthodologie, vous avez les analyses qui vont être utilisées finalement sur vos données. Encore une fois, si vous êtes rendu finalement à juste penser à votre méthodologie, ça sera des analyses qui sont escomptées. Donc, habituellement, on y va soit quanti, soit quali ou soit mixte. On peut avoir des deux. Donc, par exemple, si on y va quali, ben, on peut y aller avec une analyse thématique des propos des participants. Si on est plus quantitatif, ben, on peut y aller avec des analyses statistiques descriptives, corrélationnelles. Donc, ça dépend vraiment de votre recherche, mais ça va permettre de montrer que vous avez déjà pensé à comment votre recherche va s'effectuer finalement dans la réalité. En plus d'avoir pensé à toute votre problématique, votre cas théorique. Donc, vous savez comment vous allez faire votre recherche, même si elle n'est pas au point où est-ce que vous allez la faire demain, là, bien évidemment. C'est intéressant aussi au niveau des outils de venir, par exemple, mettre des libellés en fait, voyons, je vais y arriver. Soit des extraits des questions que vous allez poser à vos participants, soit des items que vous allez utiliser. Donc, ça parle beaucoup aux juges. Donc, de venir, par exemple, en mettre un ou deux vraiment pour soutenir la compréhension de l'auditeur. Absolument. Alors là, on va parler des résultats, mais sachez qu'il se pourrait très bien que vous n'en ayez pas et c'est correct. Vous ne serez pas pénalisé pendant le concours si jamais vous n'aviez pas de résultats. Cela dit, si vous n'avez pas de résultats, ben, c'est de vraiment mettre l'accent sur les autres parties. Donc, les parties dont on vient de discuter, c'est de les rendre suffisamment très intéressantes, finalement, ces parties-là. Pour votre présentation. Maude, est-ce que tu veux faire les résultats ou tu veux que je le fasse? Je peux continuer. Vas-y, tu as tellement des bons exemples. C'est bon, c'est bon. Donc, oui, donc les résultats, puis je dirais inversement avec Camille, ce qui est le fun quand on commence le projet, c'est que ben, on a vraiment de la place sur notre affiche pour présenter nos 3 premiers chapitres qui sont souvent la problématique, le cas théorique et la métho. Puis, c'est pas trop compliqué de choisir ce qu'on va présenter dans l'affiche. Là, quand on arrive et qu'on a déjà des résultats, ben là, on se dit, oups, on a une 5e et souvent une 6e section à apporter, là, qui est aussi la discussion. Donc là, à ce moment-là, on va venir vraiment choisir avec plus de précision ce qu'on veut ressortir de notre cadre théorique, de notre problématique. Donc souvent, on va recommander peut-être 2 ou 3 points par section à refaire ressortir. Donc votre problématique, en 3 phrases, qu'est-ce que c'est? C'est sûr que c'est difficile. Par contre, ce qui est le fun avec la présentation par affiche, c'est que vous avez le temps d'en discuter. Donc, les gens vont venir vous poser des questions. Qu'est-ce que tu veux dire par telle chose? Et là, vous allez pouvoir élaborer beaucoup plus. Quand vous allez présenter vos résultats sur votre affiche, donc la section résultats, c'est vraiment une place où est-ce qu'il n'y a pas d'interprétation encore. Donc, la discussion, c'est là qu'on va faire l'interprétation, mais les résultats, c'est vraiment les chiffres, les résultats que vous avez eus. Là, on pourrait dire, si vous avez fait des entrevues, ça peut être directement des extraits de ce que les participants ont dit, mot à mot. Donc, on va reporter ce qui est ressorti de l'application de la méthodologie. Alors, les statistiques, donc combien de participants sont des femmes, sont des hommes, etc. On va parler des catégories dont l'analyse a été faite. Là. Donc, par exemple, si vous avez une analyse de contenu là, qualitative, on pourrait dire, OK, sur, je ne sais pas, les techniques en enseignement du vocabulaire, bon, ben, il est ressorti que les participants, on va dire, on va y aller avec des outils, par exemple, utiliser le dictionnaire, tout ça. On va y aller avec des pratiques. Ils faisaient ça en groupe individuel, en grand groupe, etc. Donc, vous allez avoir certaines thématiques ou catégories. On peut aussi, en fait, ce qui est vraiment utile dans des affiches, parce que vous allez vous rendre compte vite que vous n'avez pas tant de place que ça, que les tableaux et les graphiques, les images sont très, très utiles. Donc, ça vous permet de résumer très rapidement les informations que vous avez dans votre recherche. Puis, vous pouvez présenter et élaborer beaucoup plus à l'oral à ce moment-là.
Donc, évidemment, les informations sont organisées souvent en fonction soit des variables que vous avez dans votre recherche. Donc, si vous avez deux variables, ben, vous en présentez une d'abord et l'autre après. Puis si vous avez des thématiques, c'est un petit peu le même principe. Au niveau de la discussion, en fait, c'est à cet endroit-là où vous allez mettre en relation les résultats avec vos hypothèses ou vos questions initiales de recherche. Donc, à ce moment-là, là, ça peut être plus parlant. On vous a dit au niveau des résultats donc, qui sont exempts de jugement ou d'interprétation. Là, dans la discussion, vous le savez, c'est à cet endroit-là où on va interpréter finalement ces résultats-là dans leur contexte. Vous pouvez discuter des forces et des limites de l'étude, des recommandations pour des recherches subséquentes et quelle serait finalement la suite des choses pour l'avancement de la recherche. Puis, je rajouterais, si vous n'avez pas de résultats, vous pouvez quand même parler des forces et des limites de votre étude tout de même. Donc, vous pouvez avoir une petite section à venir. Donc, vous avez les résultats escomptés, puis vous pouvez déjà parler des forces et limites de l'étude, ce qui montre que vous y avez déjà réfléchi, puis ce qui peut être apprécié aussi par les juges parfois. Excellent. C'est vrai. Merci, Maude. Ça paraît qu'elle a gagné le premier prix. Bah. Comment bien préparer votre affiche? Donc, c'est le cœur finalement de cette présentation-là. Alors, on l'a déjà dit, mais c'est de choisir un titre qui est simple et qui est facile à comprendre. Un titre aussi qui nous donne envie d'aller la voir, votre affiche, parce que vous allez le constater. Certains juges vont décider de faire plus que le nombre d'affiches qui leur sont attitrées seulement parce qu'en circulant, bien, ils ont vu un titre évocateur et se sont dit hey, moi, cette recherche-là, je dois absolument aller la lire, ça me semble super pertinent. Donc, vraiment, ou si jamais vous rendez compte que c'est plus difficile d'avoir un titre qui est punché parce que vous ne réussissez pas à tout mettre les informations, bien, peut-être d'avoir un sous-titre, par exemple, qui lui vient donner l'envie de voir votre affiche. Un autre élément là, qui est super important sur votre affiche, c'est de délimiter clairement les sections et l'ordre de lecture. Il y a des gens qui, dans leurs affiches, vont avoir plusieurs encadrés et qui vont vraiment venir mettre une flèche pour suivre l'ordre logique de lecture parce que ça peut être confondant. OK, mais là, elle est où la problématique? Je ne la vois pas trop. Elle est où la section résultat? Donc, c'est vraiment de rendre ça clair pour la personne en un seul coup d'œil, pardon. Est-ce que je lis de droite à gauche, de haut en bas? Donc, c'est de soutenir votre lecteur. On vous conseille aussi d'utiliser des mots-clés, des listes à puces, de jouer avec la typographie, donc, et avec les grosseurs de caractères. Donc, vraiment pour mettre de l'avant certains éléments là, que vous voulez vraiment plus mettre de l'avant, en fait. C'est ça que je veux dire. Les titres en particulier, justement, vous les mettez en un petit peu plus gros, comme ça, c'est clair que c'est la problématique ou le cas théorique. Autre. Je trouve pas le lien. C'est de mettre aussi dans votre affiche uniquement ce qui est essentiel à la compréhension de la recherche. Le reste, vous allez le dire à votre auditeur. Donc, vraiment, c'est de ne pas surcharger votre affiche parce que là, ça rend sa lecture encore plus difficile. Donc, vraiment, ce qui est essentiel, et c'est d'utiliser la méthode auteur-date pour sauver de l'espace. Vous le savez, les normes APA aussi ont changé. Donc, le EAL là, arrive maintenant aussitôt qu'on a plus de 2 auteurs. Utilisez cette méthode-là vraiment. Vous pouvez même diminuer la grosseur de caractère quand vous mettez l'auteur et la date. Comme ça, on ne met pas l'accent sur cet élément-là. C'est présent, ça respecte les normes éthiques, mais en même temps, ça nous sauve un petit peu d'espace.
Puis d'ailleurs, à ce sujet, n'oubliez pas de mettre une petite section référence sur votre affiche, justement pour qu'on puisse retrouver les gens que vous citez dans votre présentation. Oui, et je vais pouvoir vous en parler tantôt aussi de cette fameuse section-là. Là, il y a des petits moyens là, de venir sauver de l'espace. Oups, j'oublie que les... OK. Comment faire votre mise en page pour votre affiche? Bien, moi, ce que je vous suggère, là, c'est vraiment d'utiliser le gabarit. Là, c'est écrit site de l'ADES, mais en fait, pardonnez-nous, c'est vraiment sur le site web du CEVRY que se retrouve ce gabarit-là. Et là, ensuite, vous pouvez jouer avec la mise en page, avec les grosseurs de chacune des sections, mais utilisez vraiment la grosseur qui vous est... le gabarit, en fait, est déjà programmé pour avoir une grosseur adéquate. Est-ce que j'ai des questions à ce sujet-là? Je ne sais pas, Maude, est-ce que j'ai été claire? J'ai comme l'impression... Ça me paraît clair. C'est sûr que moi, j'ai déjà participé, alors, mais les participants ont l'air de bien aller. Bien, super, tant mieux. Mettez votre titre en évidence. Assurez-vous aussi que la fiche soit visible à 2 mètres. Je m'excuse, je n'ai pas ajusté cette section de la présentation, mais en fait, c'est de vous assurer que quand vous le mettez, votre affiche en plein écran, sur un écran d'ordinateur standard. Là. Donc, si vous avez un écran hyper gros, c'est peut-être d'utiliser un écran un petit peu plus petit pour voir si votre auditeur à la maison va être en mesure de lire votre affiche sur un écran standard. Là, on peut penser à un écran 13 pouces, 15 pouces environ. Donc, est-ce que lui, quand il est à la maison, que vous mettez ça en plein écran, est-ce qu'il est quand même capable de lire? Donc, c'est important. Faites le test à la maison, en fait. On a une question dans le chat, mais je pense que tu allais en parler un petit peu plus loin. Là, Anne-Marie qui demande, peut-on insérer un code QR pour la section référence? Oui! Donc, tu nous De devances un petit peu, grâce. Anne-Marie. De grâce, utilisez le code QR pour vos références. Ça va vraiment diminuer la section référence, en fait, sa grosseur. Puis, les gens vont pouvoir le prendre en photo puis avoir votre liste de références sous la main. Donc, tout le monde, en fait, a des cellulaires ou des tablettes là, de nos jours. Donc, ça va faciliter finalement. En fait, c'est que ça va optimiser votre espace là, au niveau de votre affiche. D'identifier aussi les figures et les tableaux dont vous parlez. Si jamais vous rapportez des résultats et qui sont visibles dans le tableau 1 ou 2, par exemple, ou dans la figure 1, c'est seulement de le préciser. Donc, soit donner un titre à vos figures, soit leur donner un numéro qui permet l'identification rapide. De jouer avec les contrastes de couleurs et la cohérence visuelle. Donc, quand vous choisissez des couleurs ou des polices d'écriture qui sont variées, c'est d'avoir une cohérence à ce niveau-là. Donc, pas seulement pour faire joli, mais pour vraiment soutenir votre lecteur. Souvent, un truc que moi, je fais dans mes présentations, quand je parle de motivation, j'utilise le mot motivation, puis les sous-titres qui y sont associés, je les mets tous dans la même couleur. Et par exemple, dans mon titre, j'ai 3 grands concepts. Chacun des concepts va avoir sa propre couleur qui va se retrouver dans le texte. Donc, ça en fait, quand je parle, par exemple, des outils qui sont associés à la motivation, là, je vais placer l'écriture en, par exemple, je dis n'importe quoi, mais en mauve. Et donc, la personne, elle a vu le mauve dans mon cadre de référence, elle le revoit dans mes outils, elle l'associe au concept de motivation. Donc, c'est vraiment de rien laisser au hasard au niveau des couleurs, des tailles, des polices de caractère pour vraiment favoriser la compréhension de votre affiche. Puis n'oubliez pas que vous pouvez aussi utiliser le gras pour faire ressortir certains éléments. Évidemment, si vous avez une petite liste à puces toute courte, peut-être que le gras, ça va être un peu trop, mais si vous avez un petit bout de texte un peu plus suivi, juste pour faire ressortir l'élément qui est central à cet extrait-là, ça peut être utile aussi. Vérifiez aussi la qualité des images que vous utilisez lorsque vous les agrandissez.
Il n'y a rien de plus ennuyant, en fait, que d'avoir une image qui, dans votre PowerPoint, semblait super belle. Puis finalement, quand on grossit le tout, c'est vraiment pas beau. Donc, vous avez des écrans peut-être qui font 13-15 pouces, mais le juge qui va être à la maison et qui va voir l'agrandissement de votre présentation, ça se peut qu'il mette sur sa télé 46 pouces dans son salon, tu sais, pour vraiment rendre le tout super intéressant. Donc, c'est vraiment juste de vous assurer que la qualité des images, quand elles sont agrandies, est au rendez-vous. OK. Et on arrive à la présentation de l'affiche qui va avoir lieu le 2 février. Donc, ça, c'est la date du concours. Votre affiche, vous devez, on va en rediscuter plus tard, mais vous devez nous la transmettre au plus tard le vendredi précédent. Donc, c'est le vendredi 28 janvier. Avant minuit, vous devez nous l'envoyer. Et puis, la présentation va s'effectuer le mercredi. En fait, la raison pour laquelle on veut vos affiches, c'est simplement pour s'assurer d'avoir une copie de notre côté en cas de pépin le jour J. Maude, est-ce que tu veux y aller? Bien sûr. OK, vas-y. Alors, comment maintenant présenter la fiche? Donc, on a parlé de toutes les sections et choses qui peuvent se retrouver dans la fiche. Maintenant, comment on fait pour présenter ça? Alors, évidemment, c'est mieux d'éviter de lire ou de réciter sa présentation. Donc, ça peut être une bonne idée, encore là, une fois, d'utiliser des listes à puces quand vous voulez présenter votre problématique, juste pour vous obliger à ne pas lire un texte de suivi. Mais c'est aussi parce que ça a l'air plus naturel, vous avez l'air plus en contrôle des informations que vous y mettez dans votre affiche. Donc, on essaie de, bien sûr, vous pouvez l'apprendre un peu par cœur, votre texte, mais pensez aussi que les participants vous poseront des questions. Donc, vous devez avoir une bonne maîtrise de votre sujet, assez bonne pour pouvoir répondre aux questions. Donc, évidemment, vous allez utiliser l'affiche comme support visuel. Alors, vous allez pouvoir y faire référence, dans le fond, à ce qui est écrit, mais aussi aux tableaux, aux images, comme Camille a bien dit, là. Donc, c'est vraiment un support. On veut vous entendre, vous, mais on va, en fait, l'auditeur va regarder vous et la présentation. Donc, on n'oublie pas que l'oral et la présentation par affiche sont complémentaires l'une par rapport à l'autre. Et finalement, ça peut être une très bonne idée d'insister sur la contribution de la recherche. Habituellement, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, même avant qu'on ait réfléchi à la méthodologie. Donc, ça donne une bonne idée de l'utilité de votre recherche, autant au niveau social que scientifique. Puis, ça peut aussi convaincre les juges que la recherche est nécessaire dans la vie. Alors, Camille, je peux te laisser. Ça avait l'air d'être ton dada. J'adore quoi faire pour se distinguer, hein, parce que, comme on vous l'a dit, chaque participant va se voir attribuer 3 juges et chaque juge va évaluer environ en moyenne 3 participants. Donc, c'est important pour vous de vous distinguer, de distinguer votre recherche parce que moi, en lisant vos titres et vos résumés, hein, parce que vous nous avez fait parvenir ça, mais j'en ai pas de doute sur la pertinence de votre étude, puis je les trouve toutes super intéressantes et tellement diverses en fait, mais c'est important quand même de vous distinguer lors de votre présentation. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire? Bien, vous pourriez apporter des ressources complémentaires. Donc, vous pourriez donner des liens vers des vidéos ou des ressources. Si, par exemple, vous traitez d'une problématique qui est en lien, écoutez, je ne sais pas trop, mais avec à un endroit spécifique là, au Québec, par exemple, et que vous avez les droits pour présenter un extrait vidéo d'une classe, par exemple, bien, vous pourriez mettre un lien vers cette vidéo-là. Naturellement, assurez-vous, comme je vous l'ai dit, d'avoir le droit. Si vous avez des extraits d'entretien, ben, c'est de les présenter, par exemple, de mettre des verbatims à l'écran. Ça, c'est parlant pour un juge. Toujours, naturellement, j'insisterai jamais trop, mais sur la confidentialité des informations qui vous sont données, là,
par vos participants, mais donc c'est soit d'utiliser, par exemple, de flouter les images ou d'utiliser des pseudonymes là, pour vos participants qu'on ne les reconnaisse pas. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, ça peut être super intéressant. Cela dit, vous ne pouvez pas compter uniquement sur des liens externes pour faire votre présentation. Donc, l'essentiel de votre présentation doit se retrouver sur votre affiche. Hein. Si on la lisait dans un corridor à l'UQAM, on serait en mesure de la comprendre, mais si vous avez un lien, un tout petit extrait qui peut être pertinent, bien, ça peut être une façon de vous distinguer. Utilisez les codes QR. Hein? Vraiment, ce truc-là, la première année, quand j'ai vu ça, moi, je me disais pourquoi je n'y ai pas pensé. Maintenant, c'est un incontournable des présentations par affiche de mettre un code QR pour éviter la longue liste de références. Vous pouvez utiliser des éléments interactifs. Donc, votre affiche, elle va être présentée en ligne. Donc, si vous voulez, vous pourriez avoir quelques éléments interactifs, d'avoir une signature graphique. Donc, c'est-à-dire, si par exemple, je sais qu'on a eu des gens qui travaillaient avec l'organisme Taisez-vous, qui ont été rechercher des éléments du visuel de Taisez-vous pour les réintégrer dans leur affiche. Donc, ça peut donner... ça donne lieu, en fait, à des présentations qui sont hyper soignées, qui sont magnifiques à voir et c'est une façon de se distinguer. Donc, est-ce que, Maude, tu avais d'autres choses à rajouter au niveau... mais en fait, chaque année, on a des surprises. On a toujours des gens qui se distinguent, puis là, bien, ça nous alimente pour les années d'après, là. Oui, absolument. Puis, en fait, tout ce qu'il y a dans votre tête, toute votre imagination, puis votre créativité, c'est vous qui l'apportez. Puis à chaque année, justement, on a du nouveau, puis c'est vraiment génial à voir. Puis une signature graphique, ça peut être aussi simple que, je ne sais pas, vous avez un compte sur Instagram qui parle de vos recherches, puis vous utilisez toujours les couleurs bleu et mauve. Bien, ça peut être de retrouver ça aussi dans votre présentation. Ça peut être juste des couleurs qui vous représentent. Donc, si jamais vous êtes habitué d'utiliser certaines couleurs, certaines images, des icônes, des logos, mais c'est une bonne idée de les mettre aussi. Puis après ça, ben, l'avenir vous appartient. Là, vous pouvez rajouter des choses qui sont de toutes sortes. Oui, laissez vraiment aller votre créativité. Là, je vous dirais, il n'y a comme pas de limite dans la limite du cadre, du gabarit finalement. Mais ce que vous en faites, ça peut vraiment être à votre couleur. Je vous dirais qu'on a toujours des belles surprises. Donc voilà. Je l'ai dit, je le répète, juste parce que c'est un enjeu qui, pour moi, est super important en recherche, mais s'assurer du respect des normes éthiques. Là, donc, vraiment, si jamais vous aviez des vidéos ou des extraits de verbatim, là, vraiment, de vous assurer que vous pouvez les partager. Quoi faire pour éviter les pépins le jour J? Bien, en fait, la préparation, pardon, c'est la clé du succès. Donc, demandez des rétroactions à votre entourage, demandez à des gens de relire votre présentation, pratiquez-vous, corrigez, soignez votre affiche parce que les membres du comité organisateur ne vont pas procéder à la correction de votre affiche. Donc, elle doit être exempte de faute. Vous devez procéder à l'envoi de la fiche environ une semaine, donc le vendredi 28 janvier. Déposez-vous une copie en ligne qui est facilement accessible le jour J pour éviter les pépins qui sont associés. Assurez-vous aussi cette journée-là d'être dans un environnement qui est calme parce que vous allez vous faire poser des questions par les juges. Parce que vous allez devoir y répondre. De vous Si jamais, Oui, vas-y, si jamais vous avez peut-être de la misère avec votre Internet à la maison, ça peut être une bonne idée de louer un local à l'UQAM. Assurez-vous d'avoir un bon accès à Internet, d'avoir un bon micro, de faire bonne impression finalement pour votre présentation, question que les juges et les gens en général apprécient votre présentation. Oui, exactement. C'est bien dit. Je vous dirais que ce qui est gagnant, c'est d'avoir des écouteurs puis un micro au niveau de l'audition.
pour entendre votre présentation, c'est toujours plus gagnant que d'y aller avec le speaker, le haut-parleur, j'ai dit, c'est ça, de l'ordinateur. Là, la qualité du son est moindre. Donc, c'est tous des éléments auxquels vous pouvez penser. Chronométrez-vous aussi quand vous faites des pratiques. Gardez-vous peut-être votre montre ou un chrono tout près sur votre ordinateur pour vous assurer que vous n'excédez pas le temps. Parce que ce serait dommage qu'un juge vous coupe et doive quitter. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'ils ont plusieurs présentations à voir. Oui, c'est toujours une bonne idée je ne sais pas si on se dit au CVRE, la présentation est de 5 minutes, ben, visez 4 minutes et demie, au cas où vous devriez vous reprendre dans vos mots, au cas où il y aurait un dérangement, au cas où. Donc, c'est toujours bien d'y aller un petit peu en dessous que plus. Comment va se dérouler le CVRE? Ben, vous allez présenter votre projet au public et dans ce public-là, vous allez avoir parfois des juges, parfois pas. Je vous dirais que ce qui est, ben, en fait, c'est que parfois, il y a 2 juges qui vont arriver en même temps. Donc, mais préparez-vous minimalement, ben, tout au plus, pardon, à faire 3 présentations pour vos 3 juges. Si ça donne que finalement, vous en avez 2 qui se présentent en même temps, ben, vous n'aurez qu'à la faire 2 fois, votre présentation, mais vous devez au maximum, ben, je dis au maximum, mais vous attendre à présenter à 3 juges qui sont différents. Puis on parle Oui, vas-y, Maud. en fait de 3 juges là, qui vont vraiment vous évaluer, scorer là, pour le concours. Mais évidemment, s'il y a d'autres gens qui viennent voir votre présentation, vous la ferez probablement beaucoup plus que 3 fois votre présentation. Donc, c'est ça. C'est bien dit. Dites-vous, en fait, parce que moi, ça m'est arrivé quand j'ai présenté en 2019, c'est que je présentais à un juge et il y en a un deuxième qui est arrivé. Donc, qui est arrivé en plein milieu de la présentation. Les juges sont habitués, ils ne vont pas vous déranger, mais ils vont probablement écouter la fin de votre présentation. Et donc, vous pouvez leur demander, quand vous allez la répéter pour eux, est-ce que vous voulez que je répète la section résultats comme vous êtes arrivé pendant que je la présentais? Puis, ils vont vous répondre, puis allez-y. Souvent, ce qu'ils vont vous dire, c'est de le faire comme vous le sentez, puis c'est vrai que c'est ça qu'il faut faire. Donc, laissez-vous pas déstabiliser. S'il y a des gens qui arrivent en cours de discours, là, vous pourrez répéter les informations. Puis, on n'oublie pas que les juges, oui, ils vous donnent un score, mais c'est vraiment dans un but de formation. Fait que souvent, ils vont vous proposer des choses pour améliorer ou, tu sais, c'est vraiment très amical dans les faits. Là. Soyez pas hyper stressés pour ça. Le but est tout à fait de vous rendre meilleur dans la présentation d'affiches pour éventuellement aller dans des congrès et des colloques. Donc, n'ayez pas peur des juges. C'était ça le point. Oh non, vraiment pas. Puis, sachez que, vous êtes noté, mais vous n'êtes pas évalué. Ce n'est pas pour fin d'évaluation. Donc, si ça peut vous enlever une pression, là, allez-y, soyez au naturel. Je pense qu'on a une question, Anne-Marie. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'on a l'horaire auquel les juges passent? Juste pour savoir, en fait, quand est-ce qu'on peut se promener, quand est-ce que... C'est une bonne question. Maude, ça, c'est pas défini encore, hein? Je ne crois pas qu'il définit encore habituellement en personne. Il y avait un moment pour les premiers cycles, il y avait un moment pour les deuxième et troisième cycles, donc il y avait certaines heures. Par contre, je ne sais pas cette année comment ça va se passer. Habituellement, vous savez que vous devez être là, disons, 1h30, puis ça se peut qu'un juge passe vous voir. Donc, peut-être qu'encore cette année, on va te dire qu'il va y avoir 2 périodes de présentation, puis à l'autre, vous pourrez aller voir, mais ça va être des informations qui vont vous être partagées dans les prochaines semaines. Ça dépend aussi surtout du nombre d'inscriptions. Comme les inscriptions sont encore ouvertes, on ne peut pas statuer, mais vous allez avoir l'info avant le concours. Et cette journée-là, en fait, suite au concours, il y a un moment de délibération entre les juges. Donc, comme une espèce de période de flottement. Quand on était en présentiel, bien, on allait prendre un petit verre de vin au cocktail de remise de prix. Mais là,
Comme vous êtes à la maison, ben, il y a cette espèce de moment de flottement-là. Donc, c'est de rester pas trop loin de l'ordinateur pour quand on reprend. Mais de 5 à 7, ben, généralement, ça termine plus tôt que 7, là, mais vous avez le prix de la relève, le prix des groupes de recherche et les prix de participation. Donc, cette année, encore une fois, on a beaucoup de prix. Hein? On en a énormément. Donc, mais soyez présents pour venir récupérer votre prix si jamais vous êtes nommé. Oui, Donc, absolument. voilà. Il y a une question dans le chat qui était est-ce qu'on connaît les heures du concours? Euh, Ça va dépendre encore une fois du nombre de participants et tout ça, mais en général, le concours débute à 12h30 et se poursuit là, jusqu'au cocktail de remise de prix. Donc, soyez disponible jusqu'à peu près 6h30 du soir pour pouvoir recevoir votre prix et fêter un petit peu avec nous tout ça. Puis comme la plateforme va être plus conviviale que Zoom, ben, ça se peut aussi pendant que les juges délibèrent, vous puissiez vous croiser, sortir un verre chez vous en direct, puis vous parler en attendant. Excellent. Les critères d'évaluation rapidement, dans le fond, il y a la qualité de la vulgarisation qui vaut pour 60 points. Donc, est-ce que vous connaissez suffisamment, puis est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes En en maîtrise. maîtrise, oui, c'est ça, de votre sujet de recherche? Vos sections, est-ce qu'elles sont suffisamment développées, toujours selon le niveau d'avancement auquel vous êtes rendu? Est-ce que vos propos sont clairs, sont cohérents? Est-ce que vos idées sont structurées? Est-ce que vous êtes en mesure de synthétiser vos informations? On n'oublie pas, c'est un concours de vulgarisation. Donc, vous devez rendre votre sujet accessible. Et est-ce que vous êtes en mesure de répondre aux questions qui sont posées? Ça se peut que vous n'ayez pas la réponse parce que vous n'êtes pas encore rendu là dans votre recherche, mais c'est au moins d'appréhender ces questions-là. Comme Maude le dit, les forces, les limites, on les connaît quand même assez tôt dans notre recherche. Donc, c'est démontrer que vous avez réfléchi à justement des plans A, B, C, D. Hein, avec la pandémie, on est habitué, mais donc ces éléments-là. La qualité de l'oral qui vaut pour 10 points et pour 30 points, la qualité de votre support visuel. Donc, vraiment, le gros du concours, n'oubliez-le pas, c'est la vulgarisation qui vaut vraiment pour 60 points. Puis, comme Camille a dit, vulgarisation, c'est très possible que les juges, les 3 juges qui viennent vous voir ne soient pas des experts dans votre domaine. Ça va être des experts en éducation d'une façon générale, là, mais ils ne seront peut-être pas dans votre domaine précis à vous. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir partager à un public un peu moins averti votre recherche. Mais n'oubliez pas que la réponse, oui, c'est une question très pertinente. On n'y a pas encore réfléchi, mais nous le gardons en tête pour la suite du projet. C'est une réponse qui est tout à fait acceptable et parfaite pour une question qui est un petit peu difficile à répondre du côté d'un évaluateur. Et donc, on vous donne quelques exemples. Ici, vous aviez une recherche qui comprenait des résultats. Donc là, vous voyez ici, c'est une copie d'une image, puis elle n'est pas tout à fait adaptée à la présentation en ce moment. Donc, vous voyez que la qualité, c'est difficile à lire. La bibliographie, elle est petite. Cela dit, les éléments qui se retrouvent sur cette affiche-là sont super intéressants. C'est juste plutôt dans le visuel qu'on en a. On pourrait dire qu'il y a quelques petites pertes d'espace. Hein? Il y aurait eu moyen de bonifier encore plus, mais les sections sont bien délimitées. Je pense qu'après, on a celle de... Ah oui, Sébastien. Ah, je pense que finalement, c'est peut-être pas la première. Je pense que c'est juste mon Zoom qui n'a pas bien transféré l'image parce que tout est un peu... Est-ce que c'est brouillé? Maude, tu me confirmes que Oui, c'est c'est un brouillé? petit peu brouillé, oui. Oups! Sébastien avait gagné le premier prix de mémoire, c'était en 2018. Et lui n'avait pas de résultats de recherche. Donc, c'est intéressant de voir. Tous les modèles sont disponibles sur notre site web aussi. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour.
Je sais pas si c'est... Non, Maud, je l'ai pas la tienne. Non, moi, c'était en vidéo. Fait que plus Ah oui, difficile à c'est vrai, présenter. ben oui, c'est vrai. Puis, ben, celle-ci comprend aussi des analyses. Oui, on en a des résultats dans celle-là. Donc, voilà, ça vous donne une petite idée. Je vous invite à aller les voir, là, en fait, en ligne. Absolument. Là, elles sont toutes disponibles là, sur notre site web là, que j'ai mis dans le chat. Autant celles qui sont vraiment par affiche que les 2 vidéos de l'an passé. Donc, vous pouvez autant voir le visuel lui-même que la façon que les gens ont présenté aussi l'année passée. Ça peut vous aider à vous orienter un petit peu de votre côté. Est-ce qu'on a des questions? Je vais arrêter l'enregistrement. Ah, Julie, vas-y. Oui. Quand on fait l'affiche mettons, dans PowerPoint, là, c'est parce qu'on a deux types de diapositives. Puis une et l'autre ne marchent pas avec le gabarit. Fait que je me demandais si c'est correct, 16/9 vu qu'on est en ligne ou. Ah, Maud, peut-être que tu es meilleure que moi dans ça. 16/9, ça devrait aller, oui. Ouais, tu sais, quand c'est une affiche imprimée, je comprends. Là, on avait un format, mais là, vu que c'est en ligne, en tout cas, ça fit bien dans un écran d'ordi. Là. Oui, tout à fait. Puis vous pouvez aussi aller voir, si vous trouvez d'autres gabarits en ligne que vous aimez bien, vous pouvez les prendre. Assurez juste vous, que dans le fond, vous pouvez partir un zoom par vous-même puis faire partager votre écran. Puis si ça s'affiche bien, ben il n'y a pas de problème. OK, merci beaucoup. Edith? Oui, ben juste pour faire du pouce sur la question qui vient d'être posée par Julie. Donc, on pourrait utiliser, on ne pourrait ne pas utiliser le gabarit que vous fournissez, là, c'est bien ça. OK. En gardant évidemment la bande avec les organismes subventionnaires en dessous. Idéalement. C'est ce que je comprends. OK. Mais ma question, c'était plus par rapport à l'inscription, puis à la disponibilité, dans le fond, pour la journée du concours qui est le 2. Moi, j'ai un enjeu d'horaire. Là, je ne sais pas encore si je vais être disponible l'après-midi du 2 février, malheureusement. Donc, je m'étais dit que j'allais m'inscrire et peut-être me désinscrire si jamais ce n'est pas possible d'être là, mais je ne veux pas que ça cause problème dans votre organisation si je m'inscris et je me désinscris. Vous ne seriez pas la première ni la dernière. On est habitué de faire face à ces enjeux-là. C'est pas grave, Edith. Vraiment. Tant que, en fait, le mieux, c'est d'être inscrite et de se désister que le contraire. Donc, parfait. Si vous êtes inscrite, c'est parfait. Parfait, parfait. Merci, ça répond à la question. Elisabeth? Oui, allô, merci d'abord, c'était super clair. J'ai juste manqué un mini bout à cause de l'interférence de l'école à la maison de mes enfants. Je n'ai pas compris, c'est quoi la police d'écriture minimale, comme la taille, juste pour être... Je sais qu'il y a le gabarit et tout, mais des fois, quand on change le style d'écriture, est-ce qu'il y a comme une grandeur? Je te renvoie à Maude parce que moi, je suis vraiment nulle avec ça. Je dirais qu'il n'y a pas de grosseur minimale. Habituellement, quand on va présenter à l'écran ou même en présentiel, un gros minimum de 14 points, même 16, là, habituellement, on ne va pas bien en dessous de ça. Oui, parce que sur un PowerPoint, en salle de classe, on met comme au moins 16. Fait OK, sur la fiche, ça marcherait aussi. C'est un peu les mêmes règles. OK, je n'étais pas sûre si j'avais manqué. Il y avait comme... Oui, mais non, c'est ça, on ne l'avait pas dit, mais effectivement, là, on essaie de ne pas y aller en bas de 14 au gros minimum parce que sinon, les gens vont plisser des yeux puis c'est un peu moins agréable, surtout pour nos juges qui sont parfois plus âgés et qui ont besoin de lunettes. Puis moi, je n'ai jamais assisté, là, c'est ma direction qui m'a dit « Mais oui, inscris-toi, Elisabeth, mais j'ai comme pas d'exemple. » Il y a combien de gens d'habitude qui assistent à ça? C'est... Qui est là? Je ne sais pas, est-ce que... juste à titre indicatif, peut-être? Bien, c'est sûr que dans les dernières années, ce qui est arrivé, c'est que ça a énormément changé. Quand on était en présentiel, on faisait ça au rez-de-chaussée du N, donc au département. Donc, on avait tout le va-et-vient des gens qui se dirigeaient vers les cours à 14 heures. Donc, il y avait quand même beaucoup de gens qui passaient. L'année dernière, on a eu beaucoup de membres du public. Donc, le fait qu'on était à distance, ça permettait ça. On avait beaucoup de gens qui avaient invité les membres de leur famille. Donc, on était une cinquantaine, je dirais au pic là, de la journée. C'est juste que comme on était répartis dans des salles séparées,
on n'avait pas cette impression-là qu'il y avait tant de gens. Là, cette année, j'ai envie de vous dire, c'est une première. Ça va être comme un mix entre le rez-de-chaussée de l'UQAM, quand tout le monde passait, sans le bruit, naturellement, et en même temps, il va y avoir des membres de votre famille, si vous les invitez, donc ce qui fait généralement augmenter le nombre de présences. Donc, ça va être variable. Ça va être une surprise pour nous aussi. C'est bon. Mais dites-vous une cinquantaine de personnes, mais ils ne seront jamais tous à vous river sur votre Oui. affiche. Merci. Peut-être pour donner une idée plus précise, on est habituellement une vingtaine de participants, là, de présentateurs. Il y a une 30-40 de juges qui passent chacun leur tour. Puis après ça, les membres du public, c'est hautement variable à chaque année. Donc, comme Camille dit, au plus haut, l'année passée, on était à 50 en même temps, mais ce n'était pas 50 en tout. C'était vraiment plusieurs personnes qui sont passées. Il y a beaucoup de va-et-vient finalement. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.